Elodie Brello est docteur ingénieur à l'INSA Lyon et directrice du GREI. Après avoir réalisé une thèse de doctorat en hydrologie urbaine à l'INSA Lyon, elle a pris sa direction du GREI, groupe de recherche animation, technique et information sur l'eau, en 1994. La GREI a pour vocation de mettre en relation les professionnels et scientifiques dans les domaines de la gestion de l'eau et ainsi participer à la production du transfert de connaissances et à l'évolution des pratiques. En 2010, le GREI initie avec ses partenaires, comme Elodie a expliqué, le projet CIPI-BEL, site pilote de Bellecombe sur les effluents hospitaliers et stations d'épuration pour développer des suivis de recherche et des actions autour de la problématique spécifique des effluents liés aux pratiques de soins. Caractérisation, traitabilité, mobilisation des acteurs de l'eau et de la santé pour une réduction des apports à la source. Le sujet que je vous propose de partager, qui est la question des micropolluants dans l'eau liés aux activités de soins, leur caractérisation, la question des impacts et des leviers d'action, en appui sur un certain nombre de programmes de recherche dont nous avons assuré la coordination. Très rapidement, vous présentez le GREI. Le GREI est une association, c'est un pôle eau et territoire qui se positionne comme une ressource pour développer des territoires eau responsables. Excusez-moi. On a 3 types d'activités. On anime des dispositifs de recherche pluridisciplinaires sur un certain nombre de sujets. On anime des groupes de travail techniques et sur la base de ces 2 réseaux extrêmement riches, on essaye de produire des connaissances pour accompagner les territoires, pour faire évoluer la gestion de l'eau et notamment faire évoluer l'aménagement du territoire au regard de l'eau. On a 3 entrées thématiques qui sont eau dans la ville, eau et santé et milieu aquatique. Et donc, on est structuré en association avec plus de 350 adhérents, collectivités, organismes de recherche, partenaires techniques et partenaires institutionnels, et un certain nombre de rencontres et de conférences. L'objet sur lequel je voulais échanger avec vous est particulièrement criant aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire. On porte aujourd'hui un concept de santé unique. Ce concept de santé unique, c'est avoir une approche totalement intégrée de la santé humaine, la santé animale et la santé de notre environnement, et avoir conscience des interactions entre ces 3 éléments et travailler dans cette dimension-là. Et c'est un concept lancé dans les années 2000, notamment au Canada, avec comme premier enjeu de lutter contre les pandémies. Je pense qu'il était d'autant plus d'actualité. Et la deuxième actualité par rapport à ça, c'est l'utilisation de manière massive aujourd'hui de désinfectants dans toutes les circonstances, y compris dans le nettoyage des trottoirs, au nettoyage des plages. Et ces désinfectants, ils ont un impact très important sur l'environnement, notamment dans le développement de l'antibiorésistance. Donc, qui nécessite du coup d'avoir une analyse un peu plus pointue sur comment on gère ces micropolluants liés aux pratiques de soins, et notamment ces désinfectants, au-delà des médicaments, et quel est leur impact sur l'environnement et potentiellement sur notre santé. Ce que je vais vous présenter est surtout ancré sur un gros dispositif de recherche, un programme qu'on a appelé CIPI-BEL, site pilote de Bellecombe, sur les effluents hospitaliers et stations d'épuration, qui a été initié par l'exploitant de la station d'épuration à l'occasion de la création d'un nouvel hôpital, le centre hospitalier Alpes-Léman. Et il était demandé à l'exploitant de traiter séparément les effluents de l'hôpital et de faire un suivi pendant 5 ans pour savoir s'il était pertinent ou non de traiter séparément les eaux de l'hôpital par rapport aux eaux urbaines. Donc, on a mobilisé en appui sur cet exploitant, le centre hospitalier, le syndicat mixte de l'Arve qui gère le contrat de rivière sur l'Arve, et donc le GREI. On a mobilisé un collectif de scientifiques pour répondre à plusieurs questions. D'abord, caractériser les sources hospitalières et urbaines et voir quelle est la différence entre ces effluents. Ensuite, répondre à la question qui était posée de savoir si le traitement devait être préférentiellement séparé ou mélangé. Se poser la question de l'impact sur l'environnement et sur la santé. Et puis enfin, se poser la question des stratégies de réduction à la source potentielle, et notamment au regard des risques réels. Et puis au-delà de l'Arve, le projet a été étendu au territoire franco-genevois parce qu'on a la nappe du Genevois qui sert en partie à l'alimentation en eau potable du bassin genevois. Et il faut savoir que pour avoir une ressource en eau en quantité suffisante, on faisait de l'injection d'eau d'Arve dans la nappe du Genevois
Et le débit injecté était équivalent au débit prélevé pour l'alimentation en eau potable du bassin versant. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, on a fait des suivis de qualité sur cette nappe et on a trouvé des concentrations assez importantes de micropolluants. Et je cherche le nom, vous m'excuserez, je ne retrouve plus. Et donc, aujourd'hui, cette eau est très peu exploitée en alimentation en eau potable parce qu'elle a été constatée comme étant dégradée, d'où le lien avec les nappes phréatiques. Donc, face à ces questions, on a mobilisé un collectif de chercheurs. On a mobilisé un collectif de scientifiques, 11 équipes de recherche qui sont intervenues sur ce projet depuis 2011. 6 programmes de recherche qui se sont succédés, des campagnes de mesure très importantes et aujourd'hui 56 000 données capitalisées dans une base de données. Tout ça donc avec les établissements de recherche qui sont cités ici et les partenaires, Agence de l'eau, Région Rhône-Alpes, l'ARS, l'OFB, l'Europe au niveau Interreg, etc. Je ne vais pas aller dans le détail des résultats acquis avec ces 10 ans de suivi, mais les principaux résultats de manière transversale, ça a été tout d'abord la capitalisation de ces données, la bancarisation de ces données qui sont qualifiées dans une base de données partagée et qui ont été versées dans des bases de données open source avec un data paper pour donner accès à ces données. Et cette base de données, elle résulte aussi du développement de nouvelles méthodes analytiques sur ces micropolluants dans l'eau, dans des concentrations relativement faibles. Donc, on a développé des méthodes sur la fraction dissoute et la fraction particulière. On a été mesurer ça sur les eaux usées, sur les eaux de nappe, sur les eaux de rivière, sur les boues liquides et sur les boues sèches. On a développé des méthodes d'analyse sur les médicaments, sur les détergents, mais aussi sur leurs métabolites et leurs produits de dégradation. Et toutes ces données, toutes ces capacités analytiques ont été mises au service d'une analyse croisée entre physico-chimie, mais aussi tout ce qui est bioessai en génotox, effets perturbateurs endocriniens, effets sur les organismes, et puis aussi la microbiologie avec l'analyse des bactéries pathogènes, mais aussi l'antibiorésistance. Autre résultat assez flagrant, ça a été la caractérisation de ces effluents hospitaliers et effluents urbains, où on a vu la spécificité de l'effluent hospitalier plus concentré, plus toxique, et les indicateurs étaient assez flagrants là-dessus. On a aussi, comme je vous le disais, développé l'analyse d'indicateurs d'antibiorésistance, la présence de gènes d'antibiorésistance, l'abondance relative, et la comparaison de ces milieux en tant que microbiome, résistome ou éco-exposome. En tout cas, on a développé toutes les méthodologies qui permettent de caractériser la résistance sur les différentes matrices. On a aussi développé des méthodes très fines qui n'existaient pas sur la caractérisation de concentration de détergents. On avait une vision très globale des détergents et là, on a une vision beaucoup plus fine où on voit la distinction entre les détergents utilisés dans le domestique et les détergents utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soins, en tout cas dans cet hôpital, parce qu'il y a des distinctions selon les territoires. Et puis tous ces éléments ont pu être utilisés notamment pour faire de la modélisation très fine de l'évolution des flux dans le réseau d'assainissement, en faisant des hypothèses de consommation au vu des ventes de médicaments sur le bassin versant. On a pu faire des hypothèses de consommation et des hypothèses de transfert dans les systèmes d'assainissement des flux de médicaments à l'échelle du bassin versant. Voilà, juste quelques zooms, quelques illustrations. Je pense que s'il fallait vous présenter tous les résultats de Sleepy Bell, on pourrait s'offrir une journée complète. Ce qu'on a déjà fait, et vous trouverez des choses plus ou moins synthétiques, plus ou moins pédagogiques sur nos différents sites Internet. Aujourd'hui, on a un programme en cours qui va un peu plus loin que le cycle de l'eau et c'est un projet qui s'appelle RISMO. Et j'ai vu que Noémie était là, qui travaille activement, qui fait partie des 2 thèses développées sur ce projet. Donc, le projet RISMO, il vise à étudier l'impact de l'épandage des boues en agriculture, comparer cet épandage de boue avec l'épandage des lisiers, voire des fumiers, et d'identifier comment les médicaments et les micropolluants sont transférés dans le sol
et dans les eaux de ruissellement à l'occasion de cet épandage. Quel est l'impact et la bioaccumulation, les bioessais qui permettent de voir la bioaccumulation dans les organismes et notamment dans les vers de terre. Et puis enfin, évaluer la dissémination de l'antibiorésistance via ces procédés de gestion des boues d'épuration. Voilà, les résultats sont attendus pour 2023-2024, mais c'est une façon de prolonger la réflexion au-delà du cycle de l'eau. Quel est le devenir des boues? CIPIBEL a été l'occasion de travailler aussi et de se poser vraiment la question des leviers d'action. Comment limiter le rejet de micropolluants liés aux pratiques de soins dans l'eau et dans le cycle de l'eau? On a identifié 4 grandes familles. La première, c'est la recherche et la connaissance. Connaissance dans le domaine de l'eau et de l'environnement, mais aussi connaissance dans les domaines santé-environnement, préciser l'impact et les potentiels de transfert des médicaments dans l'environnement, et aussi sur les détergents et désinfectants. Le deuxième levier, c'est la gestion de l'eau, notamment le traitement des eaux usées en station d'épuration. Mais les questions qui sont posées, c'est est-ce qu'il faut travailler à la source ou de manière centralisée? Est-ce qu'il faut avoir du traitement traditionnel ou est-ce qu'il faut aller vers des solutions optimisées de traitement tertiaire? Le troisième levier, c'est la formation et la sensibilisation avec comme public cible ou comme vecteur cible les acteurs de la santé, les citoyens eux-mêmes, mais aussi les acteurs de l'eau qui ne sont pas forcément très sensibilisés à ces questions de micropolluants dans l'eau. Et puis enfin, quatrième levier, c'est intégrer ces problématiques dans des enjeux de santé publique et notamment dans cette approche de santé unique, c'est-à-dire avoir conscience que l'impact sur l'environnement est potentiellement impactant aussi sur la santé humaine, et pas que, et puis agir sur la réglementation et sur les pratiques en matière de santé publique. Je vais évoquer un petit peu alors le levier connaissance, je n'y reviendrai pas, mais les leviers gestion de l'eau, sensibilisation et santé publique. En termes de gestion de l'eau, pour faire court sur les résultats acquis ou les résultats que CIPIBEL les connaissances et les stratégies que CIPIBEL a pu conforter, c'est de dire qu'en termes de sources de médicaments, de détergents et désinfectants, l'hôpital n'est pas la source principale et qu'en plus, on va de plus en plus vers des soins à domicile, y compris des soins lourds. Aujourd'hui, sur notre territoire, on considère que les flux hospitaliers, c'est 20% des apports en médicaments et détergents biocides. Ça veut dire que 80% proviennent du domestique. Le traitement en station d'épuration, sur des stations d'épuration biologiques classiques, il est assez efficace. Il peut être optimisé, notamment avec les temps de séjour ou la finesse dans la gestion de cet outil qu'est une station d'épuration biologique, mais qu'avec cette solution, on ne traite pas tout. Et certains paramètres, certains micropolluants passent directement au travers de la station d'épuration et se retrouvent directement dans l'eau à la sortie de la station ou dans les boues à la sortie de la filière boue. Aujourd'hui, on sait traiter ces micropolluants. On utilise des solutions qui sont charbon actif, ozonation, des solutions très pointues. On va avoir des présentations sur la Suisse. La Suisse est engagée dans un programme de traitement et d'optimisation des stations d'épuration avec ses traitements tertiaires. Mais ce traitement, il a un coût. Il a un coût financier, mais il a aussi un coût énergétique. Il a potentiellement un coût environnemental avec les sous-produits. Et la question vraiment, c'est quel est l'enjeu? Est-ce que notre environnement est capable d'encaisser une partie de ça? Ou est-ce qu'on peut aussi réduire à la source pour éviter d'aller vers des solutions de traitement très coûteuses? Donc la question de la réduction à la source, c'est un sujet qu'on a voulu aborder dans le cadre de nos travaux. En termes de sensibilisation, on a travaillé avec un collectif de professionnels de santé, de professionnels de l'eau, des collectivités, des chercheurs, et on a développé un support de communication sur différents sujets, en commençant par la question de que deviennent les résidus de médicaments dans l'eau. Parce qu'on s'est rendu compte que même les professionnels de santé qui savent très bien comment ça fonctionne, oublient que finalement la source, ce n'est pas le fait de jeter les médicaments non utilisés dans les toilettes, mais c'est bien la consommation de médicaments et l'excrétion qui est la principale source. Et c'est bien ça le problème. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes pratiques, c'est l'usage du médicament qui génère la source de pollution. Donc, travailler sur cette compréhension globale, cette vision intégrale du cycle de l'eau et du devenir des médicaments dans l'eau, c'était un élément important. Donc, on a fait des petites vidéos dessinées avec des messages très construits avec l'ensemble des points de vue.
Tout ça pour mieux comprendre et puis commencer à trouver des clés pour agir. On a aussi abordé dans un deuxième temps la question de l'antibiorésistance et la question de c'est quoi l'antibiorésistance et quel est le rôle de l'environnement dans le déploiement de cette antibiorésistance. Et puis un autre sujet que je réaborderai aussi encore après, c'est les détergents et désinfectants qui sont une plaie en termes environnementaux, qui sont indispensables dans certaines circonstances, en cas de pandémie, évidemment, dans certains lieux, évidemment, mais qui sont utilisés abusivement et bien inutilement quand on nettoie sa vaisselle, son linge ou la plage en période de pandémie, inefficace et dangereux pour l'environnement. Donc, on a essayé de développer les messages sur ces sujets-là. Il a été intéressant aussi dans le cadre de nos programmes de recherche, dans un volet un peu plus sociologique, de travailler avec des professionnels de santé. Et on a sondé un certain nombre de professionnels dans le cadre de l'école de haute santé publique de Rennes pour avoir un peu la perception des professionnels de santé. Et là encore, ce que je vous évoquais tout à l'heure, quelles sont, selon vous, les solutions les plus pertinentes pour limiter les rejets de médicaments dans l'environnement? C'est la gestion des médicaments non utilisés à 80%. Et la gestion des excrétas des patients n'était pas un sujet. Moins de 50% des gens pensaient que ça pouvait être une solution pertinente. On a fait une démarche de sensibilisation et puis on a obtenu un peu plus de sensibilité sur ce sujet avec 3/4 des personnes sondées sur les 63 qui ont répondu, qui disaient qu'effectivement, si c'était nécessaire, on pourrait aller vers ces solutions-là. Je disais, intégrer ces enjeux dans une démarche de santé publique, c'est la réglementation. Travailler sur la réglementation des médicaments, c'est une piste qui est intéressante, mais sur laquelle les acteurs de l'eau se sentent bien peu écoutés ou peu puissants par rapport à la dynamique sur ce point-là. Mais les sujets qui sont quand même discutés au niveau européen autour de la stratégie pharmaceutique au niveau européen, c'est mieux connaître et partager les connaissances sur les impacts des médicaments sur l'environnement. C'est travailler sur la prescription des médicaments, voire la substitution de certaines substances en fonction de leur impact environnemental. C'est travailler sur la distribution à l'unité, notamment avec notre loi anti-gaspi qui va dans cette direction-là après une expérimentation de 2 ans. Et puis, c'est la gestion des médicaments non utilisés en établissement, sachant qu'en France, on a la chance d'avoir un circuit de récupération des médicaments qui s'appelle Cyclamed dans le médicament de ville, et donc où chacun est amené à ramener ses médicaments, est invité à le faire, mais il n'y a pas de filière sur les établissements de soins. Tout cela étant très directement lié au levier réglementaire et à l'autorité sanitaire, donc on ne se sent pas forcément très puissant là-dessus. La question de la réduction à la source et de la gestion des excrétas, on a là aussi fait un travail de recherche avec des entretiens auprès de professionnels des soins à domicile. Et très simplement, les réactions étaient variables aussi en fonction du niveau de sensibilisation, mais il y avait quand même cette question de dignité des patients et de solutions techniques adaptées à cette problématique. Et il est clair que si un enjeu est avéré sur le fait de gérer les excrétas de certains patients, il y a 2 choses à préciser et il y a 2 préalables indispensables. C'est d'abord qu'on le fasse que dans des situations où il y a un sens réel et un enjeu réel au niveau environnemental. Et la deuxième chose, c'est de développer une solution technique et une solution organisationnelle adaptée. Et ce n'est probablement pas le rôle des soignants d'apporter une réponse à cette question-là, mais c'est bien une réponse technique, administrative et financière qui doit être mise en place pour la gestion de ces excrétas et la collecte à la source. Je sais qu'on va parler de valorisation des urines. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée parce que je trouve que dans un cas comme dans l'autre, la question, c'est la collecte des urines, que ce soit pour les valoriser en agriculture ou que ce soit pour les amener dans un système de traitement particulier parce que chargés en polluants toxiques qu'on ne saura pas éliminer de manière naturelle. Donc, nos interventions sont liées par ces sujets-là aussi. Et dans la réduction à la source, on s'est beaucoup intéressé aux détergents biocides ou détergents désinfectants. D'une part parce qu'ils sont utilisés dans des quantités beaucoup plus importantes que les médicaments eux-mêmes. Ils ont une toxicité qui est non négligeable. Et le troisième intérêt, c'est qu'il y a des leviers d'action forts et potentiellement mis en œuvre assez rapidement qui permettent de réduire l'impact de ces produits et l'utilisation de ces produits.
Dans les arguments forts, c'est que pour les professionnels qui travaillent avec ces produits, il y a des problèmes de contact très importants, et notamment des eczémas de contact. Le deuxième argument fort, c'est qu'on a démontré que ces produits étaient potentiellement des perturbateurs endocriniens très importants et que l'usage domestique de ces produits pouvait générer des problématiques de perturbations endocriniennes. Troisième argument très fort, c'est qu'ils participent au développement des bactéries résistantes, notamment antibiorésistantes. Quatrième argument, c'est que ça coûte très cher aux établissements. C'est une dépense importante pour les établissements de soins. Et quatrième argument fort, c'est qu'il y a des alternatives très efficaces, que ce soit la vapeur, que ce soit les fibres, les nouvelles microfibres, que ce soit des pratiques différentes qui permettent de dispenser l'utilisation de produits chimiques en augmentant l'action mécanique, en augmentant la chaleur et qui permettent d'être au moins aussi efficaces. Et il y a une démarche très intéressante en PACA avec 267 établissements de santé qui ont participé et qui ont réduit de manière drastique l'utilisation de ces produits parce qu'ils avaient un intérêt immédiat avant même un intérêt environnemental. J'ai fait un peu le tour des sujets que je voulais partager avec vous, qui sont les résultats de ce programme de recherche, tant en termes de connaissances analytiques, de fonctionnement des ouvrages de traitement, la recherche de solutions de gestion. Et il y a 2 ans, on a fait une conférence de restitution de toutes ces actions et on a posé aux participants la question de savoir quels sont, selon vous, les principaux leviers à mobiliser. Et globalement, il y avait la vision très approche intégrée, One Health, politique, réglementation, prescription, qui sortait de manière très forte de nos discussions. Et puis, sans les prévenir, on leur a posé une deuxième question, c'est « Et vous, qu'est-ce que vous allez faire demain en partant de cette conférence ?» Et là, on a senti que finalement, la marche était haute et qu'il n'était pas évident de faire le premier pas. Et donc, les réponses étaient plutôt sur « Tiens, je vais peut-être changer un peu mes pratiques domestiques et puis je vais communiquer autour de moi et sensibiliser les gens autour de moi sur les enjeux liés à ces problématiques des médicaments, détergents, désinfectants dans l'environnement. » C'était une étape, peut-être un grand pas ou un petit pas, je ne sais pas ce qu'on aurait dit là-dessus. Et puis depuis tout juste il y a 15 jours, avec INRAE, on a organisé 4 jours de rencontres autour de cette question des médicaments dans l'environnement. On a fait des séminaires scientifiques, on a fait des soirées plutôt grand public. Et on a vu tous les développements qui ont été faits pour mieux connaître le développement de cette antibiorésistance dans l'eau au niveau des milieux aquatiques, dans les boues et dans les sédiments, et dans les biofilms. Et on a partagé aussi ces travaux de recherche avec des professionnels de santé. On a confirmé donc le développement de cette résistance et de cette antibiorésistance dans l'environnement. On a aussi commencé à toucher du doigt la résilience de cette résistance, c'est-à-dire que même sans être stimulée quotidiennement, elle reste. Et en fait, il y a des espèces de réservoirs de résistance qui peuvent être mobilisés dans certaines circonstances. On a aussi vu avec des analyses amont-aval la contribution potentielle et réelle des rejets de stations d'épuration. Et comme les médecins ont du mal à avoir conscience que c'est simplement l'excrétion qui permet d'avoir des médicaments dans l'environnement, moi j'avais du mal à percevoir que nos effluents de stations d'épuration n'étaient pas que de l'eau avec des micropolluants non traités, résiduels, mais c'est aussi porteur de gènes de résistance, de bactéries pathogènes, et que c'est tout ça qui rentre dans l'environnement et qui vient perturber l'environnement de manière générale. Donc, on a conforté le fait qu'il fallait faire des efforts au niveau du traitement, de la collecte et de la réduction à la source au niveau des effluents urbains. Et on a aussi conforté la nécessité d'avoir une approche intégrale de santé unique avec une préoccupation permanente de lier santé humaine, santé animale et santé environnementale. Je suis ressortie un peu catastrophée et je ne veux pas casser l'ambiance de ce webinaire par rapport aux 2 interventions qui vont venir après. Je suis persuadée que l'eau présente des ressources très importantes à valoriser, mais je prends aussi conscience d'un certain nombre de risques que l'on commence à être capable de caractériser, qu'il ne faut pas perdre de vue.
Dans les belles perspectives qui émergent aujourd'hui, on prend part et on fait partie d'un méta-réseau des professionnels dans un projet qui s'appelle Promise, qui vise à rassembler les acteurs pour une approche de santé unique dans la lutte contre l'antibiorésistance, où on rassemble professionnels de santé humaine, professionnels de la santé animale et professionnels de l'environnement, je devrais dire professionnels et chercheurs, pour avoir cette approche de santé unique, partager une culture commune, partager des données et se donner la capacité de mieux connaître ces enjeux en partageant les données, et puis aussi de diffuser cette culture et cette connaissance au-delà des spécialistes pour que tout à chacun puisse devenir acteur de tout ça. Pour conclure, je crois qu'on est vraiment dans un paradoxe de la richesse de cet effluent urbain qui est riche en matière organique, qui est riche en produits, que l'on valorise tant d'un point de vue énergétique et que l'on souhaite valoriser aujourd'hui d'un point de vue peut-être agricole. Et puis tous ces risques que l'on met en lumière aujourd'hui et que l'on commence à caractériser de manière fine, même si on n'a pas aujourd'hui démontré que le développement de l'antibiorésistance dans l'environnement avait un impact sur la santé humaine. Mais il y a quand même des soupçons, il y a quand même des risques. Et en tout cas, il participe au développement de l'antibiorésistance et ça, c'est avéré aujourd'hui. Et puis le paradoxe aujourd'hui, dans notre situation de crise, après notre crise sanitaire, on va vers une crise énergétique. J'avais le plaisir d'être hier avec un représentant du monde agricole qui disait « Le problème aujourd'hui, c'est les engrais, parce que les engrais sont consommateurs d'énergie venant notamment de Russie et d'Ukraine, et on va manquer d'énergie où le coût va être tel pour la production de nos engrais, on va avoir un problème de production et on veut qu'on produise de manière dynamique. Et là, on se dit, les urines, les eaux usées sont potentiellement des sources d'engrais pour notre agriculture. Et est-ce que ce n'est pas le moment d'avancer et de proposer des solutions alternatives? Donc, c'est ma façon de conclure et de faire un passage de relais aux intervenants suivants, si vous en êtes d'accord. Et peut-être juste avant, pour partager aussi une petite anecdote avec vous, je cherchais une citation pertinente sur complexité et richesse de la complexité. J'en ai trouvé une, je ne sais pas si elle répond vraiment à ma question, mais c'est « Le poisson rouge ne peut ramener la complexité des océans à la quiétude de son bocal ». Voilà, je partage ça avec vous. Je ne sais pas où ça nous amène. C'était une pensée africaine. On va maintenant avoir Patrice Garin qui va nous présenter l'utilisation des eaux usées traitées. Il est ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et docteur en géographie, ingénieur de recherche à l'INRAE à Montpellier. Il s'est intéressé à l'irrigation à partir des années 90 en analysant le devenir des politiques d'aménagement. Il a ensuite étudié des associations d'irrigants et les discours sur l'irrigation dans les arènes de négociation sur le partage de l'eau dans les territoires. Il a également par la suite étudié les enjeux d'équité et de participation dans la gestion quantitative de la ressource. Et plus récemment, il s'est intéressé à la construction des représentations sociales sur l'eau, l'irrigation, les eaux usées traitées, entre autres. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de l'acceptabilité sociale par les agriculteurs et les consommateurs d'utiliser l'eau usée traitée pour l'irrigation. Le travail que je vais vous présenter est un travail qui a été conduit avec des collègues de l'UMR Géo, qui est une UMR multidisciplinaire sur Montpellier. Et dans les collègues qui ont travaillé avec moi sont des économistes, des gens des génies des procédés et des sociologues. Donc, c'est un travail collectif que je vous présente ici. Donc, la question que je vais aborder, c'est l'enjeu de l'irrigation à partir des eaux usées traitées et un des problèmes qu'il y a derrière, c'est l'acceptabilité sociale. Je vais d'abord présenter ce que c'est que la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture. Un petit rappel historique sur la réutilisation, qui est un principe très, très ancien, et les attentes récentes, et puis expliquer, donner quelques éclairages sur la raison pour laquelle la réutilisation des eaux usées est assez marginale en France, si on ne considère que la réutilisation directe, parce que derrière les mots. Puis après, je vais majeurs qui sont la réglementation et l'acceptabilité sociale.
avec notamment quelques éléments de réglementation que j'irai très vite, parce que c'est pas vraiment mon domaine, et puis les résultats de recherche sur les résistances des consommateurs et des agriculteurs. Donc, vous connaissez le cycle de l'eau, je ne vais pas aller vraiment m'appesantir là-dessus, mais juste pour montrer que quand on parle de réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, on parle souvent de réutilisation directe, en fait. C'est-à-dire, vous connaissez le cycle de l'eau, et l'idée est que de récupérer à la sortie de la steppe, avant qu'elle ne rejette dans le milieu, l'eau usée avec un traitement tertiaire pour pouvoir développer de la réutilisation directe sur le territoire pour l'irrigation, pour l'industrie ou pour les espaces verts, sachant qu'en France, il est interdit de la réutiliser pour les usages domestiques pour l'instant. Et ça vient en compensation ou en substitution des prélèvements classiques en rivière, pour au moins ce qui est de l'irrigation, puisque l'irrigation s'alimente essentiellement en rivière, quand l'eau potable est prélevée essentiellement en eau souterraine, d'où votre séminaire d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que la plupart de ces eaux qui sont rejetées aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la réutilisation indirecte, justement, comme les irrigants la prélèvent très souvent en aval et très souvent en aval des stations, elle donne lieu déjà aujourd'hui, de façon tout à fait informelle, à ce qu'on appelle la réutilisation indirecte. Et cette réutilisation indirecte, elle est en fait très très peu mentionnée, très peu connue, et ça donne lieu, j'y reviendrai, à vraiment beaucoup d'incompréhension sur l'intérêt de la réutilisation directe. Donc, la justification de la réutilisation directe, c'est de mieux traiter les eaux et éviter de les rejeter dans les milieux aquatiques. On vient d'en avoir une explication à travers les micropolluants, mais il n'y a pas que ça. Et puis, l'idée aussi, c'est, comme Sylviane a mentionné aussi, c'est de recycler les eaux et les nutriments, pour une utilisation directe en respectant la réglementation sanitaire. Petit rappel historique. Donc, l'assainissement et la valorisation agricole des eaux usées, c'est un enjeu aussi vieux que les villes. Donc, il y a plus de 3000 ans déjà, en Crète, c'était, vous voyez là 2 photos, il y avait à la fois un enjeu de récolte de ces eaux d'assainissement pour éviter les contacts directs avec la ville, et puis des enjeux de valorisation, parce que très vite les humains se sont rendus compte que les eaux usées, à la fois les matières fécales et l'urine, avaient un pouvoir d'engrais qui était intéressant et à valoriser. Le fumier et autres, c'est rien d'autre que des déjections animales. Donc voilà, on voit bien que l'enjeu agronomique est très ancien, et aussi ancien que l'agriculture finalement. Et bon, finalement, la manière dont cet enjeu d'urbanisation est revenu très fort dans les pays industriels à partir surtout à la fin du 19e, et surtout à l'occasion des épidémies de choléra et de typhoïde à partir de 1830. Et on a vraiment travaillé à abandonner le secteur informel qui faisait du ramassage des toilettes individuelles et du contenu des toilettes individuelles, qui était vraiment une grosse filière très informelle, qui continue d'ailleurs dans les pays du Sud, pour finalement passer au tout à l'égout. Et il y a eu des vives polémiques à la fin du 19e, notamment en France, comme on peut le voir juste après, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ces eaux qu'on a récupérées, bien sûr, par un tout à l'égout, donc les eaux plus les matières fécales plus tous les déchets. Qu'est-ce qu'on en faisait? Qu'est-ce qu'on devait traiter? Comment s'en débarrasser? Parce que effectivement, on avait des enjeux très importants d'assainissement à ce moment-là. Et donc, vous voyez à droite, il y a sur la photo là, une vieille photo du 19e, où il y avait à l'époque, on épandait directement le produit des égouts dans les champs. Pour les valoriser. C'était une des formes de valorisation et une des formes de traitement, et on comptait sur finalement la filtration naturelle sur le sol pour pouvoir filtrer ces eaux, et on profitait aussi de la valorisation agricole de ces eaux. Je vous donne juste pour exemple le projet de loi qui portait sur l'utilisation agricole des eaux d'égout de Paris et l'assainissement de la Seine, puisque l'enjeu était qu'on devait curer la Seine pour que les bateaux remontent, tellement il y avait
de matière fécale dans la Seine. Hein. C'était vraiment des choses terribles. Et donc, vous voyez, dans les attendus de la loi, l'assainissement de la Seine, les cultures très productives, mettre à disposition des cultivateurs une quantité, pour ainsi dire, inépuisable d'eau et d'engrais. Donc, ce que vient d'être évoqué là avec la nouvelle crise, ben, on voit qu'il y a 150 ans, on avait déjà la même chose. Et donc, du coup, je vais pas faire tout un cours sur l'assainissement, mais en gros, à la fin du 19e, il y a un choix qui est fait en termes techniques et on va aller vers les stations d'épuration que l'on connaît aujourd'hui, avec finalement, on séparera les boues et des eaux usées après traitement. Les eaux usées après traitement, finalement, repartiront en rivière sans être vraiment réutilisées directement pour l'irrigation. Et on a résolu une grande partie du problème de l'assainissement avec cette séparation des boues. Et après, on aura bien tout l'enjeu de la gestion des boues, mais ça, c'est un autre sujet. Et finalement, on assiste à un éloignement de la société avec ces eaux salies, hein, qui sont rendues invisibles. Hein, c'était le terme que vous avez aussi employé tout à l'heure. Donc finalement, on a changé les représentations et les pratiques liées à tout ce qui est gestion de ces déchets. Voilà. Alors, en 1960, dans les pays qui manquaient d'eau, finalement, l'Australie, Israël, Namibie, et ben finalement, la réutilisation de ces eaux non conventionnelles, ces eaux usées, elle est revenue en force parce que eux, ils manquaient d'eau et ils ont développé finalement tout un travail autour de qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de valorisation agricole de ces eaux. Les attentes récentes, c'est en France les quelques chiffres que je donne, hein, c'est-à-dire finalement 2 millions d'hectares irrigués à peu près tous les ans, 2 à 3 milliards de mètres cubes par an pour cette irrigation et 2/3 des départements en restriction d'irrigation l'été. Et donc, du coup, la réutilisation des eaux usées traitées directes est apparue comme une solution aux tensions sur l'eau et aux effets du changement global. Alors là, je vais mentionner juste comme exemple les tensions sur l'eau. Dès lors qu'il y a des besoins d'irrigation qui deviennent plus forts, eh bien, on essaye de construire soit des bassines, soit des barrages. Je vous rappelle les tensions dans le Marais Poitevin sur la construction des dites bassines et dans le Tarn, le projet de Sivins qui a fait tant de bruit et qui a quand même fait un mort avec des oppositions, des ZAD, etc. Donc finalement, la réutilisation des eaux usées traitées, ça apparaît comme une solution face aux pénuries et elles ont été qualifiées d'eau gaspillée, non utilisée, de nouvelles ressources en eau. Et en plus, il faut réduire les pollutions et l'eutrophisation des cours d'eau. Et en plus, ça contribue à une économie circulaire en termes d'eau et de nutriments. Donc, les eaux usées traitées, elles apparaissent maintenant avec une image beaucoup plus écologique que les anciens barrages. Voilà. En France, on a une accélération de l'engouement dont vous voyez ici quelques exemples à travers les assises de l'eau en 2017 avec triplé le volume d'eau non conventionnelle utilisée d'ici 2025, le Varenne de l'eau en 2022 et avec là aussi des enjeux sur l'utilisation de ces eaux dites non conventionnelles. Mais finalement, en France, si on considère la réutilisation directe, là vous avez en fait la carte de l'utilisation des eaux. On a en gros 60 projets de réutilisation effectifs aujourd'hui sur plus de 3000 steps. Donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Ça fait moins de 1% des 8 milliards de mètres cubes d'eau usées, produites par an et qui sont donc réutilisées, je rappelle bien, directement. La proportion des eaux usées rejetées et qui font l'objet de pompage à l'aval après dilution dans le milieu, ça par contre c'est totalement inconnu. Mais la réutilisation directe, encore une fois, c'est 13% des eaux usées en Espagne, 9% en Italie et 80% en Israël. Voilà, donc vous voyez, on a essentiellement en France quelques golfs, quelques irrigations agricoles. Peut-être que certains d'entre vous apprécient la pomme de terre de Noirmoutier qui fait l'objet d'une AOP. Hein, eh bien, sachez qu'elle est irriguée avec des eaux usées traitées depuis déjà les années 80-90. C'est un des cas les plus anciens, comme celui de Clermont-Ferrand dont vous avez la photo à droite, 750 hectares, mais qui sont plutôt des eaux industrielles après une sucrerie. Voilà.
Alors, les freins à la réglementation, les freins qui sont souvent cités dans la littérature, hein, y compris par la Commission européenne qui essaye, elle aussi à l'échelle de l'Europe, de promouvoir ces eaux usées, la réutilisation des eaux usées en agriculture. Vous voyez, on pourrait atteindre 7 milliards de mètres cubes d'ici 2025 contre moins d'1 milliard de mètres cubes en 2006, hein, sachant qu'en France, on n'est même pas donc à on est à quelques centaines de milliers, c'est tout. Hein. Et l'objectif qui a été fixé par la Commission européenne pour la France, c'est le même taux que l'Espagne en 2025. On en est encore très très loin. Les freins, ce n'est pas un défaut de savoir-faire et de solutions technologiques, parce que les acteurs de l'eau savent faire du traitement tertiaire pour rendre l'eau utilisable pour l'agriculture, mais voilà, alors il y a toute une liste de difficultés, elles sont complexes à mettre en œuvre, notamment à cause d'une réglementation qui est vraiment très stricte, et on va voir tout à l'heure quelques éléments. Sur le plan technique, parce que derrière la réglementation, il y a tout une procédure qui rend la chose beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et puis, il y a des coûts supérieurs avec un enjeu de partage des coûts entre finalement la collectivité qui assainit et qui donc fait le traitement tertiaire. En gros, le traitement tertiaire, il est à la charge de qui? Il est à la charge des agriculteurs, il est à la charge de la collectivité. C'est quelque chose de pas simple. Et puis, il y a la perception de risques accrus par le consommateur, notamment, et les exploitants. Voilà, peur de barrières commerciales. Donc, la Commission européenne, en 2016, citait le cas en 2011, 16 morts d'Escherichia coli qui ont été imputés à des concombres espagnols irrigués avec des eaux usées. Hein, c'est un extrait de son rapport. Alors qu'en fait, finalement, et avec des pertes estimées, donc vous voyez, à 200 millions d'euros par semaine, avec des annulations de commandes, alors qu'en fait, après, il s'est avéré que la contamination, elle venait du produit d'une ferme allemande sans réutilisation des eaux usées. Et pourquoi ça amène une première chose sur la réglementation, c'est qu'en fait, il n'y a pas de normalisation sur la qualité de l'eau conventionnelle pour l'irrigation. Et donc, dans le petit schéma que je vous ai montré, les eaux conventionnelles, c'est les eaux des rivières, hein, essentiellement, dans lesquelles, évidemment, en amont, il y a toutes les stations d'épuration qui ont déversé leurs eaux, donc il y a un assainissement, on compte sur la capacité épuratoire du milieu, mais personne ne va regarder quelle est la qualité de ces eaux conventionnelles pour l'irrigation avec des eaux conventionnelles. Donc, la dimension qualité des eaux n'est jamais quelque chose qui intervient dans toutes les autorisations liées à l'irrigation classique. Il y a des tas d'autorisations liées à la gestion quantitative de la ressource, il y a des procédures spécifiques pour ça, mais la dimension qualité n'intervient pas. Dans les projets de reuse, ça intervient et ça ralentit et ça complexifie la procédure de façon très très forte. Donc je ne vais pas reprendre toute la procédure. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que d'un point de vue un peu politique, je dirais, en 91, la REUT est évoquée comme une simple possibilité chaque fois que c'est approprié, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, toute une série au niveau européen de directives qui se sont succédées pour, en 2020, faciliter le recours à la réutilisation de l'eau dite de récupération. Donc, on ne parle plus de réutilisation des eaux usées traitées. Maintenant, on parle d'eau de récupération. Les termes est important vis-à-vis des consommateurs. Et voilà, on parle de récupération. On ne parle pas d'eau usée qui a d'autres connotation pour le grand public. Et du coup, maintenant, tous les États qui veulent pas recourir à la réutilisation des eaux usées devront justifier sur la base de critères énoncés dans le règlement et voilà, et ça sera réexaminé le pourquoi du faible développement ou du refus de développement de la réutilisation des eaux usées. Donc, vous voyez, on change complètement de paradigme. Avant, c'était quelque chose, si vous n'avez pas le choix et en faisant très attention avec toute une liste de préconisations, maintenant, vous êtes très cordialement invité à le faire et si vous ne le faites pas, vous expliquez pourquoi. Et donc en France, on a la même, je dirais, pression en termes réglementaires. Donc on avait des choses qui n'étaient pas très claires, pas très fournies jusque dans les débuts des années 2000. Et puis il y a eu un arrêté en 2010 qui a bien qui a été modifié, ajusté en 2014, qui a bien cadré les enjeux
avec des enjeux de procédure hein, sur les études préalables, les arrêtés préfectoraux, etc. C'est vraiment fait avec moult précautions. 4 niveaux de qualité des eaux qui ont été énoncés, avec où on regarde essentiellement des enjeux liés à, bien sûr à microbio et virus et autres, avec des préconisations en termes d'abattement du traitement. Hein, donc l'enjeu n'était pas forcément d'arriver à une qualité des eaux spécifique pour beaucoup de paramètres, mais il fallait prouver qu'on avait vraiment amélioré diminué très drastiquement les taux, ce qui posait effectivement de problème quand on était dans des zones où on avait une bonne qualité d'eau en entrée de station. Des contraintes d'usage, de type de culture, de distance, de milieu récepteur et l'organisation de la surveillance, etc. Jusqu'à un décret qui est paru très récemment. Donc, en fait, si on regarde un petit peu de façon très synthétique maintenant, la réglementation qui va s'appliquer à partir de 2023, donc la réglementation européenne, eh bien finalement, on a une exigence de qualité qui est renforcée. Par exemple, par la classe A qui va s'imposer à tous, avec vous voyez un peu les taux d'Escherichia coli qui vont être tolérés. Il faut savoir que ce qui va être demandé, par exemple, pour Escherichia coli, c'est une eau qui va être bien plus de meilleure qualité que ce qui est proposé pour l'eau de baignade aujourd'hui en rivière. Alors que dans l'eau de baignade, tout le monde accepte de boire la tasse parce que quand on se baigne, c'est difficile de faire autrement. Hein. Il y a jusqu'à tolérer 500 Escherichia coli par 100 millilitres, alors que là, on va être à 10 pour la qualité A. Voilà. Et donc, en fait, les préconisations, elles tiennent compte des choses qui étaient valables aussi en France. C'est selon qu'on a de la culture crue, pour des produits qui vont être crus ou cuits, qu'est-ce qu'on va manger. Et c'est la relation avec le contact avec l'eau, finalement, qui va être déterminant entre la méthode d'irrigation et la catégorie de culture. Je rentre pas dans le détail, mais vous voyez que c'est très cadré. Voilà. Il y a aussi les contraintes. Je rappelle, hein, ces contraintes, elles sont aussi vieilles que la régulation des résistance des consommateurs. Pardon, elle est aussi vieille que la réutilisation des eaux usées. Dans la loi de 85 que je vous ai montré tout à l'heure, on s'explique guère les appréhensions et les répugnances manifestées par les populations de Seine-et-Oise, là où devait s'écouler tout l'égout. Ou est-ce qu'on a signalé une épidémie spéciale, soit même un accroissement sensible de la mortalité dans le voisinage des champs irrigués à tout l'égout. Donc, vous voyez, ça c'est dans les termes de la loi. Donc, on voit bien que voilà, les populations, elles étaient moyennement convaincues de la possibilité et de l'intérêt d'irriguer et d'utiliser ces égouts et ces déchets. Et c'est la même chose dans les années 60 aux USA avec en gros, dans toutes les enquêtes qui sont faites dès le début des années 60-70, un tiers à un quart d'opinion défavorable à la réutilisation directe des eaux usées par l'irrigation, et jusqu'à des oppositions très fortes au projet. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques références ici pour aller les voir. Et voilà, avec les enjeux qui sont essentiellement le dégoût, le risque sanitaire perçu, le manque de confiance dans le traitement, le manque de sensibilité aux enjeux environnementaux, c'est tout ce qui a été trouvé dans tous ces travaux, dans tous ces pays où c'est développé depuis longtemps. Et en conséquence, du coup, face à cette mauvaise humeur des consommateurs ou cette mauvaise foi des consommateurs, il y a une question, c'est il suffirait de les former et les informer, comme c'est déjà le cas signalé en 85 dans la loi de 1885 sur l'assainissement de Paris. Les premiers essais à Gennevilliers se sont montrés très bons. Il suffirait de communiquer là-dessus et on verrait que tout le monde en voudrait de ces eaux. Voilà. Et c'est exactement pareil pour Sim et Bowman aux États-Unis. Ce que les profanes pensent et ressentent à propos de l'utilisation des eaux usées traitées semble dépendre principalement de ce qu'ils en savent, de leur niveau général d'éducation, plutôt que de crainte inconsciente de contamination. Donc, en gros, la formation et l'information, c'est ce qu'il faut faire pour finalement lever toutes les réticences des consommateurs. C'est très peu documenté en France, cette question de la réutilisation. Il y a quand même l'enquête annuelle du CIO, dont je vous ai donné les références ici. Vous voyez que finalement, aujourd'hui, il y a à peu près 80% des gens qui seraient, entre 75 et 80% des gens qui seraient d'accord pour manger des légumes irrigués avec des eaux usées traitées.
il y a 90% des gens qui seraient prêts à se laver avec et jusqu'à 55% des gens qui seraient prêts à la boire. Je vous rappelle que c'est interdit en France. Et ça, c'est aussi mis tout de suite en relation, comme dans les travaux que j'ai énoncés, au fait que finalement, les Français connaissent très mal le petit cycle de l'eau, puisque, vous voyez, il n'y en a que 40% qui savent qu'elle est nettoyée pour être rejetée dans le milieu. Il y en a qui pensent beaucoup que finalement, une fois que c'est traité, c'est réinjecté dans le circuit d'eau potable. Mais c'est un grand classique. Voilà, donc du coup, il y a effectivement un enjeu quand même d'information et de formation du grand public sur le cycle de l'eau. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait pour en venir directement à nos résultats? Eh bien, en fait, on a fait une enquête sur le territoire du Pic Saint-Loup où il y avait un projet de développement de réutilisation des eaux usées. Et on a fait une enquête auprès du public, au sortir de marché et de grandes surfaces, auprès de 845 personnes. Et on a essayé de travailler sur les attitudes et les intentions d'achat ou d'usage sur les produits qui seraient irrigués avec des eaux usées traitées, sachant que dans le territoire, il était prévu essentiellement de faire de l'irrigation de la vigne, voire pourquoi pas des prairies pour des chèvres et des fromages de chèvre. Et on a travaillé aussi auprès de sachants, on a fait à peu près la même enquête, c'est-à-dire des mastereaux, 2 promos de mastereaux, 134, et puis le copil de notre projet qui était un ensemble de personnes connaissant bien la réutilisation des eaux usées, de 23 personnes. Et non seulement là, on leur a posé les mêmes questions en termes d'attitude vis-à-vis du déploiement de la réutilisation des eaux usées, mais on les a interrogés non seulement sur leur intention d'achat ou d'usage de produits, mais carrément après, sans qu'ils le sachent, juste après, on leur a dit chiche, vous avez dit que vous étiez prêts à en acheter, est-ce que vous seriez prêts à les goûter? Et on les a mis à goûter et on a regardé ceux qui goûtaient et ceux qui goûtaient pas. Et pour voir l'effet de l'information, on a pour une partie de la population présenté avant différents flyers pour expliquer ce que c'était que la réutilisation des eaux usées et le cycle de l'eau, puisqu'on savait que cette population, elle ne connaissait pas plus que la population française le cycle de l'eau, pour voir si finalement, une fois qu'il y avait un peu d'information, les gens étaient plus ouverts à la réutilisation des eaux usées ou pas. Donc, je vais en fait, finalement, on a les mêmes attitudes que l'ensemble des Français. Vous voyez que finalement, on se retrouve comme dans les enquêtes américaines, avec en gros 70% des gens qui sont plutôt favorables à la réutilisation des eaux usées traitées directes pour l'agriculture. Ils sont plutôt beaucoup plus favorables pour les espaces verts, donc là où il n'y aura pas de contact direct avec alimentaire, même s'il peut y avoir un contact direct à travers des aires de jeu, etc. Et on voit que finalement, les sachants, j'ai mis en rouge ici, ils ont des visions tout à fait proches du grand public. Vous voyez qu'on a aussi pour eux testé leur intérêt pour l'utilisation pour des WC, pour boire. On voit bien qu'il y a que 10% des gens qui seraient prêts à la boire parmi les sachants, mais 90% des gens qui seraient d'accord pour avoir un double circuit dans la maison pour pouvoir réutiliser ça pour les WC, par exemple. Voilà. Mais finalement, les vrais sachants, ceux qui connaissent bien les cycles de l'eau, etc., qui ont une formation, ils sont toujours aussi réservés que le grand public, même si finalement, quand on fait une petite information dans le grand public, on a moins d'indécis, on a 10% à peu près de gens en moins en termes d'indécision, mais on ne convainc pas les vrais opposants, c'est-à-dire qu'on a toujours autant, entre 10 et 15% de gens qui sont vraiment très, très opposés. Et parmi les sachants, on a pu faire finalement une typologie des types. On a donc à peu près la moitié des gens qui sont très favorables, qui sont confiants, non dégoûtés, qui répondent, qui trouvent que c'est une réponse au défi eau. Ça c'est à 19%. Après, on a des gens qui sont plutôt bienveillants en considérant que les risques sont modérés, puis on a des réservés et on a des vraiment hostiles. Ça, c'est vraiment dans les sachants, c'est-à-dire que là, vous voyez, on retrouve bien cette idée qu'il y a 15% de gens très réticents et qui se traduisent aussi en intention d'achat. Si vous appreniez qu'un des vins que vous aimez de la zone du Pic Saint-Loup est irrigué avec des eaux usées traitées, est-ce que vous continuez à l'acheter? Ça, pour le grand public, c'est non à 20% et 5% qui existent. Idem pour les fruits et légumes et les fromages et chèvres. Et ça, c'est totalement inacceptable pour les acteurs agricoles d'avoir une perte potentielle
de, ce, de, ces, enfin de cette clientèle, quoi. Et les sachants, ils sont pas plus enclins à acheter. 60% achèteraient des fruits et légumes et 20% hésiteraient. Et quand si les sachants, on les met devant, est-ce que vous êtes prêts à goûter? Vous voyez un peu, voilà, selon qu'il s'agit de laitue, tomate, jus de raisin ou fromage de chèvre, donc on voit bien, plus le contact est ténu, plus ils sont prêts à goûter, avec donc le pire étant bien sûr la salade. Mais dès lors qu'on les met devant un goûter, alors là, il n'y a plus que 6 personnes sur 10 qui acceptent de goûter une salade et voilà, 4 sur 5 qui acceptent de goûter une tomate. Voilà. Donc, 10 à 15% se rétractent. Après, voilà, certains disent qu'ils seraient prêts à le faire, mais dans les faits, ils le font pas. Quand goûter la salade, quand on leur demande pourquoi ils n'ont pas goûté, ben, effectivement, il y en a beaucoup qui pensent au risque et une partie non négligeable qui sont aussi dégoûtés à l'idée voilà. Je vais passer vite sur les agriculteurs, mais juste pour vous dire que finalement, on retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait une enquête auprès de 25 viticulteurs du coin. Il y en a 70% qui voulaient effectivement de l'eau d'irrigation, entre certains qui irriguaient déjà et certains qui n'irriguaient pas. Mais dès lors qu'on leur dit que c'est avec des eaux usées traitées, alors là, il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Et ceux qui restent, ils veulent bien, oui, mais alors à plein de conditions. Et du coup, voilà, les conditions, c'est on nous a déjà fait le coup avec les boues, voilà, en termes de difficultés, de conséquences sur l'utilisation des boues avec des enjeux liés à la commercialisation des produits liés qui avaient été produits sur les boues. Il faut pas me faire payer l'eau qui est un déchet. Tant qu'on ne sait pas, ça va aller. Les analyses, on trouve ce qu'on cherche, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais donc, les irrigants sont pas plus enclins à irriguer que les consommateurs, bien au contraire. Et c'est surtout ceux qui n'ont pas le choix qui disent bon, de toute façon, il faudra bien que j'y passe parce que j'ai pas le choix. Voilà. Mais voilà, une faible connaissance des eaux usées traitées, une faible connaissance du coût. Et en tout cas, eux, ce qu'ils veulent pas, c'est payer aussi cher que de l'eau conventionnelle. Donc, ce qui va effectivement poser un vrai problème. Conclusion, c'est bien un enjeu d'acceptabilité sociale, cette réutilisation des eaux usées traitées, mais finalement, la réutilisation des eaux usées et traitées agricoles, c'est finalement un vieux ménage à trois entre trois mondes, l'agronomie, l'assainissement et la santé. Jusque récemment, finalement, c'est surtout la santé qui avait imposé sa loi en termes de réglementation et de contraintes à l'utilisation de ces eaux. Donc, il y a un nouvel engouement politique par verdissement des arguments, notamment du monde agronomique. Voilà, mais avec finalement en arrière-pensée, finalement, ça permettra d'accroître la ressource mobilisable localement pour l'agriculture et sans conflit, entre guillemets, sans Sylvain bis. Alors que c'est souvent, je le rappelle, une réallocation des eaux de la réutilisation indirecte qui avait déjà été utilisée à l'aval. Donc en fait, voilà, on habille Jacques pour déshabiller Paul, de façon très pragmatique. Et ça reste très réglementé et complexe à implémenter. En plus, les risques économiques sont importants, comme on l'a vu, réticence d'agriculteurs et de consommateurs, et qui ne disparaîtront pas avec des campagnes d'information et de confiance sur la chaîne de traitement contrôle. Donc, notre conclusion collective et interdisciplinaire, c'est que finalement, un chevêtrement de ces dimensions techniques, économiques, psychologiques, sociales, politiques laisse à penser que l'intérêt général et la rentabilité financière de ces projets de réutilisation directe agricole, elle est largement questionnable et pour l'instant, elle est loin d'être démontrée. Donc, il est fort probable que la vitesse de développement de ces projets de réutilisation en France reste très, très lente, beaucoup plus lente que ce qu'espérait la Commission européenne en 2010. Et le suivant intervenant, qui est Ivo Guillerme de ANECO. ANECO, qui est une association composée par 9 membres fondateurs qui sont passionnés par l'assainissement écologique et convaincus de l'impact positif et de la nécessité de développement de ce type de système. Cette association propose une gamme de solutions allant du lombrifiltre à la toilette sèche en passant par des chaussettes de charbon pour la valorisation des ressources présentes dans les eaux usées. La valorisation est faite sous la forme d'engrais en base d'urine, de compost ou d'eau traitée réutilisée dans les chasses d'eau ou l'arrosage. Cette association naît
ou bien ou sort ou s'articule et collabore avec l'équipe de la coopérative Équilibre, coopérative de logement genevoise en Suisse. Je vais focaliser plus sur l'aspect pratique et l'aspect concret de ce qu'on fait. Donc, comme Adrienne l'a dit, donc, notre équipe d'Aneco s'est formée pour faire suite à un élan qui a été permis grâce à la coopérative d'habitation éco-responsable qui s'appelle Équilibre. On voit ici sur cette image un des filtres qui a été installé dans cette coopérative. Cette coopérative, donc je sais pas si, donc moi je suis suisse, je sais pas si en France les termes sont exactement identiques, je crois pas. Pour faire simple, on a généralement des propriétaires ou des locataires, et en Suisse, on a aussi cette possibilité d'être coopérateur et donc d'être une sorte de copropriétaire, mais avec des statuts et une forme associative où c'est l'Assemblée générale qui décide comment est-ce qu'on gère les choses. Et cette coopérative de logement éco-responsable a voulu donc faire leur bâtiment de la façon la plus durable possible, en pensant ce que souvent les gens réfléchissent, à savoir l'énergie, la mobilité, les matériaux, tout ce genre de choses. Mais eux, ils sont allés plus loin en pensant donc à la revalorisation des eaux usées. Et c'est en travaillant avec eux sur d'autres coopératives où un groupe se professionnalise sur la question. Et c'est comme ça qu'est né Aneco. Donc je reviens alors brièvement sur ce qui a été dit, mais ça a été dit avec beaucoup de détails. Et puis je remercie du coup Elodie et Patrice pour leur présentation. Donc, cette coopérative et nous-mêmes, on part du constat qu'il y a un problème avec cette façon linéaire qu'on a aujourd'hui de voir les eaux usées et même tout le cycle de la consommation des aliments qui part donc d'engrais minés pour le cas des phosphates, d'engrais synthétisés pour le cas de l'azote. C'est comme Elodie l'a dit en fin de présentation, ces engrais sont très énergivores. Il y a aussi des pollutions aux métaux lourds dans les engrais phosphatés, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. J'y reviendrai un peu après. Ces engrais donc sont utilisés dans les champs. D'ailleurs, il y a aussi les engrais de ferme qui sont utilisés avec du bétail qui est aussi soumis à des produits médicamenteux. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de restrictions et enfin pas beaucoup de limitations à leurs utilisations, alors que c'est quand même des produits qui sont aussi présents. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que l'être humain est aussi un animal et la législation fait qu'on a des difficultés à ce niveau-là. J'y reviendrai. Donc, on voit la problématique des engrais qui ensuite permettent de produire de l'alimentation qui ensuite est digérée. Tout ça va aux toilettes dans des stations d'épuration qui ont fait un énorme bien en termes de santé publique des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même une grosse plus-value, enfin ça c'est sûr, mais on voit que c'est pas pour autant que ça répond à toutes les problématiques, notamment quand on pense aux microplastiques, aux micropolluants et à certains composés qui passent parfois tout droit au niveau de la steppe et qui se retrouvent dans les cours d'eau avec les problèmes qu'on connaît. Et une bonne partie aussi se retrouve dans les boues d'épuration, mais c'est pas pour autant qu'on finit par les traiter ou par les revaloriser pour ce qui est présent. On voit donc, comme je discutais, la problématique des engrais. Donc, dans le cas de la Suisse, l'importation est faite à 100%. Voilà, il y a des prix qui explosent et on se rend compte qu'en fait, on a un engrais disponible en grande quantité si on réutilise nos eaux usées, comme ça a été présenté juste avant. Donc, en partant de ce problème, on trouve qu'une des solutions, c'est de faire ça de façon cyclique, circulaire. On part du principe que si on décentralise les systèmes, ça aide à beaucoup de niveaux. Décentraliser les systèmes, ça a beaucoup d'intérêts, notamment d'éviter déjà la pollution ou la dilution et la pollution des eaux, ce qu'on appelle les eaux brunes ou les eaux jaunes. Donc les eaux chargées en matière fécale, les eaux chargées en urine. Souvent, dans les toilettes conventionnelles, c'est mélangé. Il y a aussi des modèles qui permettent de séparer ces deux flux, comme je le présenterai. Donc, si on a ces eaux brunes, ces eaux jaunes, on a aussi les eaux grises, qui sont donc les eaux de lavabo, d'évier, de douche, de machine à laver. C'est aussi donc une catégorie d'eau distincte qu'on mélange au sein des appartements en général. Tout ça, ensuite, est mélangé avec les eaux de route dans le cas des réseaux unitaires. Bref, je vais peut-être un peu trop dans les détails, mais tout ça pour dire qu'à la steppe arrive une eau qui finalement est très diluée, aussi chargée en métaux lourds, parce que l'eau de pluie nettoie les routes et les toits d'habitation. Et c'est vrai que voilà, ça pose un problème où les nutriments sont dilués
et sont pollués avec d'autres éléments. Alors que si on traite ça de façon décentralisée à l'échelle d'un bâtiment, que ce soit en sous-sol ou dans un espace vert juste à côté, on permet vraiment de revaloriser au mieux ces ressources, à l'image des déchets solides que sont le plastique, le carton et tout ça. Si on met tout dans une poubelle, bah, c'est forcément plus compliqué à revaloriser et à séparer que si on fait déjà soi-même le tri à la source. Un autre avantage dans ce cas-là, comme on en parlait, c'est que ça permet de reconnecter l'humain à la nature, c'est comme ça qu'on le note, mais c'est souvent quand on présente ce genre de solution, les gens disent: «Ah mais tiens, si je mets des produits médicamenteux, si j'en prends, est-ce que ça va poser un problème? Si je mets des peintures dans le lavabo, est-ce que ça va poser un problème?» Et c'est là où en fait on se rend compte que les gens considèrent les toilettes comme une poubelle plutôt que les considérer, à leur juste titre, comme juste un endroit où on pourrait revaloriser tout ça. Et de toute façon, les encres de peinture et tout ça sont très mal traitées dans les steppes. Et voilà, on permet de reconnecter les gens à leur impact. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc concrètement, là, on voit une photo d'un lombrifiltre. Je détaillerai après comment ça marche et qu'est-ce que c'est, qui est installé dans un bâtiment pour 100 personnes. Et la structure Aneco, donc maintenant, pardon, fait pour d'autres coopératives et d'autres personnes intéressées par ces projets. Maintenant, bah, fait la conception, l'implémentation et le suivi de ces systèmes. Et donc, c'est des systèmes, comme vous allez le voir, inspirés de la nature, économes en eau et en énergie, parce que comme Elodie l'a dit, la capacité de traiter ces eaux usées et les micropolluants et tout ça existe, mais sont souvent très coûteuses et très énergivores. Alors qu'avec des solutions simples, on a quand même des très bons résultats qui doivent être ensuite confirmés scientifiquement. Et c'est là où j'en profite, je recontacterai Elodie pour savoir comment est-ce qu'elle a fait ses analyses, parce qu'on est aussi dans ce domaine-là pour pouvoir valider scientifiquement tous ces points. Finalement, bah, comme je l'ai présenté, le but, c'est aussi de valoriser tout ça localement et je vous présenterai ça après avec un petit schéma. Donc les solutions promues, on va commencer par une toilette sèche à lombricompostage qu'on a appelé le cacarousel parce que c'est un système, comme vous allez le voir, qui part sur le principe d'une rotation. Ensuite, je parlerai des lombrifiltres, plus ou moins grande échelle, donc ça peut être 30, le EH, c'est équivalent habitants, donc on peut considérer que c'est des habitants. La nitrification d'urine sur charbon et production d'un engrais à base d'urine, qu'on appelle le pitribon. Le nom, de nouveau, veut tout dire, c'est pipi nitrifié sur charbon. Donc le but ici, c'est de nitrifier les urines. Et puis, je vous présenterai aussi un petit système de traitement d'eau pluviale. Le cacarousel, qu'est-ce que c'est? Donc j'imagine certains sourient devant vos écrans. Donc en fait, ça part du principe que le lombricompost permet de digérer les matières fécales en 8 semaines, grosso modo. Donc en fait, si tout le monde avait une toilette, enfin si une personne avait une toilette sèche chez elle, elle devrait. Le problème, c'est que l'accumulation des matières fraîches empêche les vers de terre de dégrader tout ça. C'est pour ça que l'idée ici est d'avoir un substrat de base, un lombricompost, dans lequel donc il y a plein de vers de terre. On creuse un trou sous la lunette de la toilette, trou qui s'accumule et qui se remplit après grosso modo une semaine. Au bout d'une semaine, la personne tourne, fait une petite rotation de son système, fait un trou à côté qui sera cette fois-ci sous la cuvette. Avec ce qu'elle a couvert, ce qu'elle a retiré, elle couvre la matière fraîche. Elle a ainsi un nouveau trou à remplir. Après une semaine, le trou est à nouveau plein, etc., etc. Et en 8 semaines, ça fait le tour. Et puis 8 semaines, ça permet donc à la matière fécale d'être complètement dégradée. Et ce qui est complètement incroyable avec ça, il y a deux choses. La première, c'est que si on sépare les urines des matières fécales, il n'y a pas ce problème d'odeur qu'on imagine tous. La deuxième, c'est que la matière fécale ne s'accumule pas comme on se l'imagine. Il n'y a pas besoin de retirer du compost parce qu'au final, la matière fécale, qu'est-ce que c'est? C'est donc des éléments qu'on a ingérés. Ces éléments, par exemple une pomme, qu'est-ce qu'elle a eu besoin pour grandir? La pomme, c'est juste des minéraux, de l'énergie, du CO2 et de l'eau. Donc quand elle se dégrade, ça redevient de l'eau qui s'évapore, des chaînes carbonées de bactéries, de protéines mortes, qui devient ensuite du CO2. L'énergie se transforme en énergie différemment et il nous reste juste quelques minéraux qui s'accumulent. C'est pour ça qu'il faut aussi
laver régulièrement le sol pour déjà donner une humidité suffisante au substrat, mais aussi de permettre de lessiver un peu le sol parce que sinon il y aurait une accumulation de minéraux qui se fait à l'intérieur. Donc voilà pour le principe du cacarosel. Et quand il est installé, ça donne ça. Le but ici, c'était aussi de pouvoir installer des toilettes de ce genre-là dans des systèmes, enfin dans des bâtiments construits. Parce que les solutions que je vais présenter après, on peut les mettre en place qu'au stade du projet, pour ensuite, ça doit être intégré au stade du projet pour ensuite être mis en place. Et donc, un bâtiment construit ne pourrait pas avoir un lombrifiltre sur place, ça serait trop compliqué de rajouter des canalisations pour une séparation des différents flux et tout ça. Alors qu'une toilette comme ça, eh ben, on peut venir enlever une toilette et puis mettre un cacarosel à la place qui permet une séparation de l'urine. Dans ces photos-là, ben, les urines vont directement aux égouts, mais on pourrait aussi imaginer une récupération de ces urines, ces urines sous forme d'engrais. Je passe à la question du lombrifiltre. Donc, urine séparée ou non. Ici, dans ce schéma, on voit que les matières fécales et les urines arrivent via une pompe sur un filtre végétal. Ce filtre est composé de 2 couches. La première, c'est 20 centimètres de lombricompost. Ce lombricompost sert vraiment un peu de passoire pour tous les éléments grossiers qui sont dégradés par les vers de terre, sur le même principe que le cacarosel. Et ensuite, c'est une couche de charbon dans laquelle se développent des films bactériens qui vont permettre de traiter les bactéries pathogènes et autres éléments qu'on a besoin d'épurer dans l'eau. L'épaisseur du charbon fait qu'il y a aussi un temps de résidence suffisant pour dégrader certains composants. Ensuite de ça, on a un filtre minéral ou un filtre secondaire sur charbon. Tout ça, c'est envoyé dans une citerne qui permet ensuite de renvoyer cette eau traitée, soit dans les chasses d'eau, soit dans l'arrosage. Et c'est comme ça qu'on fait un circuit au niveau de l'eau. Et voici des exemples de construction. Ça a été fait d'abord dans des chalets d'alpage où une connexion aux égouts ne faisait pas de sens. Et puis, au lieu de rejeter directement dans la nature tout ça, autant en faire un traitement bah, plus ou moins élaboré. Et sur la base de ces systèmes qui fonctionnaient bien, il a été demandé de savoir si c'était aussi possible de faire ça pour 100 équivalents habitants. Et donc, ça a été fait en 2016 par de nouveau cette coopérative Équilibre et un biologiste qui travaille avec nous, qui est au centre du projet. Et voilà. Suite à ça, on a aussi des demandes pour des plus gros filtres. Je ne sais pas si à l'image, voilà, pour un filtre, pour un projet qui s'appelle la Bistoquette. C'est un projet, pour le coup, les noms avec nous sont assez marrants, mais là, la Bistoquette, c'est un lieu-dit dans une commune dans laquelle s'installera un nouveau projet. Et puis, c'était pour donner une valeur locale au nom. Dommage de ne pas avoir les caméras, parce que des fois, je pense que ça prête à sourire, c'est toujours sympa. Si on revient sur le concret, ce filtre sera cette fois-ci dans un sous-sol, ça sera pour 300 personnes, donc un filtre de 100 mètres carrés avec du coup différentes couches, le lombricompost, le charbon et puis une aération parce que ce qui est important, c'est d'avoir donc un milieu aéré pour permettre une dégradation oxyque. Voilà. Je passe maintenant à l'engrais à base d'urine. Donc, grâce à une toilette à séparation ou un cacarosel, on sépare les urines qui sont ensuite envoyées sur des sacs de charbon. De nouveau, sur ces sacs de charbon, on a des bactéries qui se développent, des bactéries nitrifiantes qui permettent de traiter l'urine. Un des gros freins sociologiques, comme on en parlait tout à l'heure, de l'utilisation de l'urine, c'est son odeur, qui rappelle tout de suite l'urine. Odeur qui est liée à la dégradation de l'urée en ammoniac, ammoniac volatile, qui pose des problèmes. Alors que si on nitrifie cette urine, on a un produit qui est stable chimiquement, déjà aussi stable sur le temps, et inodore, et riche en nitrate, qui est aussi quelque chose d'intéressant pour la réutilisation en agriculture. Voilà, donc après, après le filtre, l'urine percole dans un récipient qui est ensuite pompé dans une cuve. Et je crois que j'ai des images juste derrière, voilà. En haut à gauche, donc une toilette typiquement à séparation d'urine qui est particulièrement intéressante parce que visuellement, on ne voit pas que c'est une séparation d'urine. Donc les gens qui n'ont pas envie d'avoir une toilette ou qui n'ont pas envie de montrer qui séparent leur urine, ça ne change rien pour eux. La seule chose qui change, c'est que pour les messieurs, il faut s'asseoir. Ensuite, tout ça donc les urines vont sur des filtres à charbon et ensuite c'est amené dans une cuve et c'est envoyé
en l'occurrence ici par un tuyau, c'est les coopérateurs de la coopérative peuvent les réutiliser pour leur jardin personnel. Rapidement sur les eaux pluviales, on peut donc récupérer les eaux pluviales grâce à un filtre en chenot. Ensuite, on dévie le premier millimètre est celui qui lave l'air et les toitures. Et ensuite, on peut réutiliser tout ça. Et ce qui est intéressant avec les eaux de toiture, c'est comme elles sont déminéralisées, on peut les réutiliser dans les buanderies typiquement, et donc avoir moins besoin de savon euh, pour laver ces produits. Euh, Ensuite, les différents enjeux et défis dont on fait face. Déjà, le plus gros défi relevé, c'est de montrer qu'on a quand même des bons résultats. On est quand même conscient qu'il faut faire plus, il faut aller plus dans ce sens-là. Et du coup, je fais directement un saut au dernier point de la colonne de gauche, le doctorat, parce que donc on a eu des fonds pour pouvoir lancer un doctorat avec une des personnes qui est membre d'ANECO, parce que pour nous, c'est quand même très important de pouvoir valider tout ça scientifiquement et pouvoir aller plus loin que quelques analyses qui ont été faites et qui ont montré des bons résultats. On a aussi pu relever le fait de créer une structure professionnelle qui tourne uniquement par les mandats, donc on ne reçoit pas à ce jour d'aide de l'État de la Confédération suisse. On a aussi pu voir que ces solutions pouvaient être adaptées au milieu urbain ou alpin ou périurbain, qu'on pouvait installer des solutions d'assainissement écologique dans des bâtiments existants ou des bâtiments en projet, qu'on pouvait traiter toutes les eaux ou pas toutes les eaux. Je ne l'ai pas mentionné lorsque je présentais les lombrifiltres, mais dans les lombrifiltres, on peut mettre juste les eaux brunes ou juste les eaux grises, ou les deux, ou les eaux jaunes également. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. On a aussi créé un réseau national pour l'assainissement écologique. Donc en France, il y a le RAE. En Suisse, il n'y avait rien du tout. Et on se rend compte que si on prend les défis à relever, c'est la dépendance aux autorisations et l'obtention de projets pilotes qui sont compliqués. Et c'est là où on avait besoin de s'unir avec les différents acteurs suisses pour avoir une force de discussion, puis un impact plus élevé sur le volet politique, parce que c'est souvent ça qui freine aujourd'hui nos projets. Et notamment aussi pour lancer l'homologation de l'engrais à base d'urine, parce que c'est aujourd'hui ce lien qui nous manque pour faire une alimentation circulaire avec nos projets, parce que effectivement, on n'a pas encore eu d'autorisation à grande échelle, parce qu'on n'a pas encore eu assez de résultats, mais les résultats, pour avoir des résultats, il faut avoir des fonds. Voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais on est très content parce qu'on contacte pas mal de gens qui sont très intéressés. Et puis voilà, ça va de l'avant. Et c'est aussi pour ça que je serais très intéressé de reparler avec Elodie qui nous a présenté tout à l'heure ces façons les différents tests qui ont pu être mis en place. Parce que la méthodologie qui a été mise en place, on aimerait bien peut-être la reproduire. Ensuite, je terminerai donc avec le développement des systèmes, parce qu'aujourd'hui, ça reste des systèmes qui sont innovateurs, mais il faut aller plus loin que ça. Et puis, donc, on a besoin d'obtenir des fonds pour assurer la recherche. Je crois que je termine avec notre équipe. Puis les couleurs jouent pas très bien, mais c'est pas grave. On est aussi donc soutenu par les gens qui ont développé ces systèmes, les gens de la coopérative Équilibre. C'était 30 logements, peut-être, Ivo, qui ont été traités de cette façon-là. Alors c'est 35 logements, si je ne me trompe pas, c'est pour 100 personnes. Et je trouve une photo très rapidement. Sinon, j'ai partagé un lien, mais je pense que c'est important de prendre conscience parce qu'on ne parle pas d'un projet ou d'une intervention qui serait dans une petite maison de périphérie, mais d'un projet qui n'est même pas périurbain, c'est un projet urbain à Genève. Et le traitement des eaux usées et séparées est traité en source en plein milieu de la ville de Genève, normalement sans odeur et sans des problématiques. Non? Et j'ajoute aussi qu'on on a régulièrement des contacts avec l'Office cantonal de l'eau qui a permis donc une dérogation pour ce système. Et elle nous a confirmé que pour ce système et les futurs, on pourrait raccorder les eaux traitées directement au réseau d'eau pluviale, ce qui fait beaucoup plus de sens que de le raccorder aux eaux usées, qui irait simplement diluer une steppe qui est déjà souvent surchargée. Est-ce que vous voyez le bâtiment, l'échelle du bâtiment, ça se voit?
Ça se voit. Voilà. C'est pour prendre conscience que ce n'est pas, c'est en moitié, au milieu de Genève et ce n'est pas un projet, disons, isolé, périurbain, rural, mais vraiment urbain. Alors, pour lancer le débat, je voudrais faire une réflexion en vous montrant aussi un peu mes cas d'études. En juillet 2019, à la ville de Valencia, qui est une ville de la côte est espagnole avec une des plus grandes plaines d'irrigation espagnole. Hein, on exporte plein de fruits et légumes. La ville de Valencia décide, par un cas de rejet de flux d'eau d'assainissement, non, pardon, de rejet d'eau d'irrigation directe hein, à la mer, à la plage, hein, qui est à Valencia, l'eau d'irrigation est reliée à l'eau d'assainissement. Hein, ça, c'est quelque chose à savoir. L'eau d'irrigation est reliée à l'eau d'assainissement de facto, ce qui est un problème à cause de tout ce que a dit Elodie, et à la fois l'eau de l'aval de Valencia, une fois l'eau d'irrigation traversait la ville, était considérée jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e, comme le disait Patrick, l'eau la meilleure pour toute cette plaine d'irrigation. D'ailleurs, ce barrage de l'aval de la ville était appelé le barrage de l'or. Hein, le barrage de l'or par la valeur que cette eau apportait aux champs, notamment aux champs de riz et d'autres fruits et légumes de l'aval de la région valencienne. C'est à partir du justement fin du 19e siècle, avec une transition entre cette culture de base organique à une culture de base hydrocarbures et de base chimique, que la connexion que de facto est dans la ville de Valencia, mais plein d'autres aujourd'hui, malheureusement, de la ville de Valencia, suppose un vrai problème jusqu'à aujourd'hui où, comme je vous disais, en juillet 2019, la ville de Valencia, par un rejet et la prise en conscience de Escherichia coli dans les plages de Valencia, qu'on a une forte pression touristique reliée à cette plage-là, la ville de Valencia décide chlorer les plages, hein, chlorer l'eau de la plage pour pouvoir assurer la saison de plage de l'été, des mois de l'été. Comme Elodie l'a énoncé, en mars 2020, l'État espagnol permet la fumigation ou la dispersion de biocides par des moyens aériens à l'armée espagnole, pas seulement avec des moyens manuels, mais avec des avions, et tout ça avec la question de la pandémie. Non, c'est une question importante, mais je pense que ces deux cas donnent mesure de cette espèce d'aberration, d'une espèce d'asepsie, hein, d'une obsession par une certaine asepsie, qui est, à mon avis, un peu téméraire, voire un peu kamikaze, je dirais. Alors, pour lancer un peu le débat, Elodie, vous disiez, l'objectif, c'est réduire à la source, hein, mais réduire à la source, et il y a une chose, Ivo, que vous n'avez pas dit, réduire à la source, c'est alors voir aux produits de nettoyage, et les rejets hospitaliers, c'est vraiment important. Mais vous n'avez pas dit, Ivo, que dans la coopérative Équilibre, dans le projet de Souberain, pour pouvoir faire ce que vous faites, vous avez un contrat entre les locataires ou les coopérativistes de ce bâtiment qui est à propos que vous ne pouvez pas utiliser des produits de savon, de lessive, etc., qui ne soient pas biodégradables. C'est-à-dire, c'est très important cette donnée, n'est-ce pas, Ivo? Oui, exactement, et ça va même un peu plus loin dans le sens où donc ce modèle de coopérative, donc les décisions sont prises ensemble et il y a un économa, donc un endroit dans lequel tous les produits ménagers de la coopérative sont stockés et les gens donc vont acheter leurs produits qui sont donc certifiés bio et biodégradables directement dans cet économa, donc ils vont pas dans les supermarchés classiques faire ces achats-là. Alors, Et il y a aussi des arcades commerciales dans le cadre de ce bâtiment
et qui sont aussi soumis donc à une charte d'utilisation pour pas rejeter n'importe quoi. Et une des activités économiques, c'est une brasserie qui, pour le coup, elle n'est pas raccordée parce qu'elle avait des rejets beaucoup trop chargés en matière organique pour être Oui, traités sur place avec les dimensions et l'espace qui étaient présents. Mais merci pour tous ces compléments. oui. Mais en tout Mais cas, dis-moi. Adrienne, le fait de ne pas utiliser de produits, c'est quelque chose qu'on vit aussi depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, tu as une partie de la population qui a de l'assainissement individuel. Et quand Mhm. on a un assainissement individuel, on est bien plus conscient que notre eau, elle est traitée en proximité. Et quand tu as un assainissement individuel, tu n'as pas d'eau de javel et tu n'as pas de détergent toxique à la maison parce que tu veux garantir le bon fonctionnement de ton Bien sûr, installation. bien Donc sûr. enfin, c'est encore un peu plus sensible dans les projets que présente Ivo. Mais globalement, je pense que les gens, ils peuvent comprendre ça. On fait un traitement biologique de leurs effluents et donc il faut éviter l'utilisation de Oui, toxiques en mais amont, quoi. en fait, la présence le projet de Ivo ici, c'est que ces chartes ou contrats, la question par exemple pour Ivo, c'est est-ce que ce type de projet, ou pour tout le monde, serait échelable? Est-ce qu'on pourrait écheler cet espace, ce projet? Et pour ça, il faut avoir une charte, justement. Parce que s'il faut réduire à la source, il faudrait avoir une charte de bassin versant, un contrat de bassin versant par rapport aux produits que l'on utilise, par rapport à la question des savons, lessives et produits. Parce que si on veut vraiment réduire à la source, il faudra quand même que ces produits que l'on décide à utiliser soient bio-friendly, biodégradables. Le problème des médicaments, de réduire à la source des médicaments, c'est quelque chose de beaucoup plus politique, culturel et problématique et polémique. Parce que la question des médicaments non usés, c'est clair, mais en fait, les médicaments passent à notre urine. Alors, on est en train de parler de qu'on dépend d'un tout un système chimique et d'une industrie de la pharma aussi qui nous soigne, etc. Alors, il y a un questionnement de plus large ampleur. Non. Tout ça pour dire que, euh, voilà, je voulais un peu poser ces questions-là, la question des savons et du projet de Yves comme quelque chose qui pourrait s'écheler par rapport à ce contrat des produits utilisés. Très difficile pour l'industrie, évidemment, et pour toutes les. Mais est-ce qu'on pourrait écheler ce projet-là? Et puis, et, et puis la question pour Patrice et Garin serait alors, aujourd'hui, que les micropolluants que vous annoncez, Elodie, ils seraient utilisés ou sont utilisés Je vais pour prendre cette peut-être un autre exemple, les phosphates dans les lessives. On a tous utilisé des lessives avec phosphate. On a pris conscience de l'impact environnemental de ce phosphate dans les lessives. Et donc, on a fait changer la fabrication des lessives. Aujourd'hui, on n'a plus de lessive avec phosphate. Donc, je pense qu'il faut, sur des projets un peu novateurs, des projets, même si c'est 300 habitants, enfin, c'est un engagement. On est dans un groupe, une population engagée dans un habitat durable, etc. Donc, il y a une démarche citoyenne qui va avec et un nécessaire engagement. Mais, enfin, quand tu dis écheler, j'imagine que c'est la notion de changement d'échelle. oui. On va pas supprimer nos réseaux d'assainissement. Je pense qu'on peut développer des espaces nouveaux, mais la suppression des micropolluants, c'est le consommateur, mais à mon avis, c'est avant tout le producteur. C'est-à-dire qu'il faut changer d'échelle aussi sur qui on s'appuie pour changer. Et donc, les lessives sans phosphate, on a changé la production industrielle et on a proposé aux consommateurs une lessive sans phosphate. Et on n'a pas demandé aux consommateurs de choisir une lessive sans phosphate en ayant le choix. Mhm. Donc, le changement d'échelle, il est vraiment aussi dans un changement enfin, de niveau d'intervention dans la production, enfin, dans les produits qui sont à notre disposition pour qu'ils soient plus éco-friendly, comme tu le dis, mais aussi dans l'offre. Et ça aussi, ça fait partie des programmes de recherche sur la culpabilisation et la responsabilisation du consommateur. On n'arrête pas de te dire, faut pas prendre ci, faut pas prendre ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas manger ci, faut pas manger ça, faut marcher, faut. Ok. Et pourquoi dans notre société on ne nous offre pas finalement le cadre adapté? Donc, je pense que le changement d'échelle, c'est peut-être démontrer à l'échelle de petits projets que ça fonctionne, que c'est pertinent, que c'est vivable, qu'on a des alternatives, qu'elles existent, qu'elles peuvent être mises à disposition.
Mais le changement d'échelle, c'est dans le changement de la production industrielle et de l'offre qui est faite aux consommateurs Bien sûr, et non pas bien sûr. demander aux consommateurs de Non, 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 changer. non, je parle des productions, des produits, hein, dans le cas des produits chimiques reliés à nettoyage, etc. Dans le cas des médicaments, je pense que la problématique est beaucoup plus complexe. Alors, dans le cas des médicaments, en fait, les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et humains ne sont pas faites de la même façon. Un médicament vétérinaire, s'il a un impact environnemental, il ne sera pas commercialisé. En gros, un niveau d'impact important, on dira, bah non, l'impact environnemental est un enjeu plus fort que soigner les animaux. Dans le cas de mise sur marché de médicaments humains, c'est pas la même chose. On dit que la santé humaine est prioritaire. Et donc, l'impact environnemental ne rentre pas dans la balance. Ce qui se passe, c'est que potentiellement, on a des pratiques adaptées à l'utilisation du médicament. Par exemple, je vais être très claire, le traitement iodé radioactif pour les cancers se fait dans des chambres spéciales avec collecte des urines qui passent par des chambres de décroissance pour abaisser la radioactivité avant renvoi dans l'assainissement. Il y a des conditions d'utilisation. Vous avez un traitement radioactif, vous êtes dans une chambre spécialisée et on va faire un traitement avec le temps de vos urines. C'est pas le cas de tous. Les produits de contraste, par exemple, normalement, les gens devraient rester au sein de l'établissement, faire pipi dans ces chambres-là avant de sortir. C'est pas le cas. Mais voilà. Donc, l'idée sur les médicaments, c'est d'associer à l'utilisation d'un médicament des contraintes d'usage ou des outils de collecte pour éviter l'impact environnemental. Mais évidemment, ça se joue pas au niveau du consommateur. Là, et en plus, si tu veux, le problème, c'est pas l'aspirine et les Feralgan. C'est des traitements très lourds avec des enjeux de santé très lourds, avec des conditions très difficiles. Donc, le changement se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on disait, et c'est des travaux qui ont été faits avec les sociologues, de l'importance de mettre en place des outils de prise en charge et que la réglementation impose ces usages adaptés pour préserver l'environnement. Mais ceci étant dit, pour un mal de tête, prendre un Doliprane ou prendre de l'ibuprofène, il vaut mieux prendre du Doliprane parce que lui, il est traité en station d'épuration sans problème. L'ibuprofène, il est un peu plus résistant et il va plutôt passer dans l'environnement. Voilà. Et puis, on peut prendre 500, ça suffit par rapport à 1000. Enfin, voilà. On peut avoir des pratiques, mais ça, c'est la goutte d'eau, quoi, même pas. Non, je pensais pas qu'aux consommateurs, hein, je pensais à quelque chose de systémique, de structurant. Quand je pense à écheler, c'est pas la question des contrats qui sont effectués par cette coopérative, de micro-projets, me font penser à quel contrat de bassin versant. Donc, il y a déjà ce type de contrat, mais pas normalement aux consommateurs, hein, mais à la production en soi. Hein, à la Après, il production. y a des collectivités qui ont engagé des démarches, alors, notamment vis-à-vis des artisans, parce que les artisans contribuent à ces eaux urbaines. Donc, tout ce qui est, alors, soit il y a des contrats. En fait, il y a tout ce qui est développé sur le bassin Rhône-Méditerranée, ce qui s'appelle les opérations collectives. Je ne sais pas si je vais finir là. Je vais plus avoir de voix. Les opérations collectives, c'est identifier quels sont les micropolluants ou les pollutions un peu problématiques qui arrivent en station d'épuration, identifier les sources potentielles et développer des opérations vis-à-vis de tels métiers. Ça peut être les coiffeurs, ça peut être les garagistes, ça peut être la restauration, sur les graisses aussi, etc. Et donc, il y a pas mal de collectivités qui engagent des opérations pour réduire à la source au niveau des artisans. Et certaines ont développé aussi de la sensibilisation grand public sur les produits ménagers, sur les produits cosmétiques, pour aller vers l'utilisation de produits moins impactants sur l'environnement. C'est de la sensibilisation, de l'accompagnement, de l'animation, mais certains territoires s'engagent dans ces démarches-là pour la réduction à la source dans nos pratiques domestiques quotidiennes. Oui, et comme toujours, nos pratiques domestiques quotidiennes sont responsables de beaucoup de choses et à la fois il y a une production industrielle, comme vous parliez hier, non? Il y a une production, disons, une contamination beaucoup plus forte, hein, par rapport à le secteur industriel et d'autres secteurs. Alors, on a de la chance, hein, on est en Europe et on n'est pas en Asie, hein. Nos productions les plus polluantes, quand on parle du médicament, nos productions les plus polluantes, on les produit en Chine et en Inde, hein. Et je vous dis pas l'état des milieux récepteurs. Par contre, l'industrie en Europe, elle est très contrainte
en termes de dépollution, elle est très suivie. Et elle est quand même, je ne sais pas si je peux dire qu'elle est vertueuse, mais en tout cas, il y a des gros efforts qui sont faits. La Suisse est un cas intéressant. Le lac Léman est entouré d'industries pharmaceutiques et les industries pharmaceutiques sont collectées sur les systèmes d'assainissement collectif. Et en fait, quand on a constaté la dégradation du lac Léman en termes de médicaments dans l'eau, il y a eu un effort fait sur les 4 industries qui étaient, ou je ne sais plus si c'est 3, 5 ou 8, j'en sais rien, mais sur les gros industriels qui étaient sur le bassin versant, ils ont résolu 90% du problème. Après, il reste le diffus. Mais tu as raison, l'industriel, c'est intéressant parce que c'est pas du diffus. L'industriel, c'est du ponctuel. Mais chez nous, on a déjà fait ces efforts-là, quand même. Si tu veux, le rejet industriel, il y a un rapport qui vient de sortir sur la pollution du Rhône. Le Rhône, il n'est pas plus pollué à l'aval du couloir de la chimie qu'à l'amont. Hein. Les industriels, ils sont obligés d'être exemplaires sur ces sujets-là. Donc, oui, à l'échelle mondiale, oui, l'industrie est probablement une source très importante. Au niveau européen, on a quand même la chance d'avoir des industriels qui sont très contrôlés et qui sont obligés d'être vertueux à un moment donné. Et c'est pour ça que je parlais des artisans, qui eux sont moins contrôlés. Il y a pas il y a pas l'ICPE, il n'y a pas le contrôle de l'État. C'est bien la collectivité qui doit les accompagner pour aller vers des démarches vertueuses, pour réduire leur rapport en micropolluants. Après, ça dépend des produits. Tu as des produits qui sont complètement ubiquistes que tu vas trouver et dans le domestique et dans l'artisanat et dans l'industrie. Et il y a des produits qui vont être plus ciblés sur certaines activités artisanales. Oui, bon, Ouais. c'est quelque chose de complexe. Ecofilae, qu'on connaît très bien, c'est une start-up au départ qui est partie de Géo, on la connaît bien. En fait, il y a pas mal d'entreprises qui ont, et y compris des grands groupes, hein, comme la SOR, enfin tous les grands groupes de l'eau France sont des champions de la réoute en dehors de la France. Hein, il n'y a pas de souci. Ils savent faire. Donc, il y a un savoir-faire, il y a une offre politique très importante. Hein, côté région Occitanie, par exemple, il y a un programme de recherche dédié qui s'appelle Water Occitanie, qui est très orienté développement de la réoute. L'agence de l'eau, RMC, a développé un appel d'offres spécifique. D'ailleurs, nos 2 projets de recherche étaient sur cet appel d'offres de l'agence de l'eau pour développer des projets pilotes, etc. Donc, il y a du développement qui justifie que certaines entreprises, moi, j'ai pas à critiquer le fait que les entreprises se développent là-dessus. Simplement, voilà, la réalité les rattrape à chaque fois. Effectivement, il y a de vrais développements sur le littoral méditerranéen, le littoral, hein, je parle bien du littoral, notamment pour des golfs, pour quand l'eau est renvoyée dans la mer et quand les gens n'ont pas le choix. Donc c'est quelques endroits notamment sur le littoral, mais dès lors que les gens ont le choix, ils privilégient, notamment les agriculteurs, ils privilégient largement les solutions plus classiques et sont encore très réticents à tout ce qui est développement de la solution eaux usées traitées. Et encore une fois, à raison, rien que pour des raisons économiques et procédurales, parce que comme ce sont des eaux très surveillées, c'est très compliqué pour eux de lancer l'irrigation et de lancer ces projets. C'est beaucoup plus coûteux que le coût politique n'est pas le même, hein, de faire un petit barrage, un pompage en nappe, etc. Hein, voilà, encore une fois, j'ai cité Sivins. En France, c'est compliqué maintenant de faire des réserves de surface. C'est beaucoup plus facile de pomper dans les nappes, hein, pour revenir à votre sujet. Donc, vous aurez sûrement une présentation sur le développement de l'irrigation par pompage individuel dans les nappes. C'est beaucoup plus silencieux, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. C'est réglementé, mais avec disons avec quand même une certaine souplesse, surtout quand on n'est pas dans des zones de répartition des eaux.
Il y a quand même la capacité et on ne peut pas vous empêcher de développer vos pompages. Donc, pour moi, à court terme et à moyen terme, ça va pas être une solution qui va se développer facilement. Localement, ça peut répondre à, voilà, à des contraintes comme Noirmoutier depuis déjà quelques années. Voilà, sur les zones insulaires et les zones littorales, pas de souci. Là, il y a peu d'eau, on rejette en mer. Voilà, ça a une logique. Ailleurs, ça va être vraiment compliqué, quoi. À mon avis, hein, mais voilà, c'est le constat de toute façon de la situation actuelle et qui n'a pas beaucoup évolué, même si on a multiplié les projets par deux depuis 5-6 ans. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce qui se passait dans mon esprit actuellement. C'est que j'ai toujours été dans l'idée de valoriser d'abord tout ce qui est matière organique de l'assainissement et notamment les urines, etc. pour l'agriculture, même si le cercle est relativement réduit. Et l'utilisation des eaux usées traitées, c'est baisser la pression sur la ressource de qualité, hein, et notamment les eaux souterraines. J'ai le sentiment que toute solution a ses avantages et ses inconvénients. Et cette problématique de l'antibiorésistance qui est vraiment identifiée aujourd'hui dans le monde de la santé comme étant un enjeu mais phénoménal de santé publique, un danger imminent et très fort, va vite nous rattraper. Et j'aurais bien aimé avoir l'avis de Patrice là-dessus. Parce que, oui, j'aimerais bien avoir votre avis. Encore une fois, je suis pas contre la réutilisation des eaux usées. Elle a ses avantages. Le principe même du recyclage euh, il est pertinent, mais d'abord, c'est pas un problème lié à l'eau. Je pense qu'il y a plus d'intérêt effectivement sur tout ce qui va concerner le recyclage, azote, phosphore. Alors, on voit bien que c'est un enjeu très important aujourd'hui. Sur le plan quantitatif, c'est un faux problème. La plupart des eaux rejetées sont réutilisées à l'aval et sans contrôle. C'est là le problème. Hein. Il y a une, je dirais, si j'étais économiste, je dirais qu'il y a une concurrence déloyale des eaux conventionnelles, des eaux qu'on pompe dans la nature, par rapport à des eaux, réutilisation des eaux usées, qui sont extrêmement surveillées, extrêmement contrôlées. Dès lors que vous pompez 50 mètres après le rejet d'une station d'épuration, voire moins, personne ne viendra vous embêter sur la qualité des eaux. Alors, c'est quand même assez... Oui, mais ça veut dire, ce que vous dites là, ça veut dire que utiliser les eaux usées traitées n'est pas baisser la pression sur la ressource. En fait, ce que vous dites, c'est que ça, non seulement c'est moins contrôlé si on prend dans la ressource, mais en plus, l'intérêt en termes de réduction de la pression sur la ressource de l'utilisation d'eau usée traitée est quasi nul. C'est ce que vous voulez dire, c'est que... Il n'y a que en zone littorale ou quand c'est rejeté en mer qu'effectivement, cette eau, plutôt que de la rejeter en mer, on la réutilise localement. Et là, ça fait plus d'eau effectivement réutilisée pour différents usages, voilà, qu'ils soient récréatifs ou agricoles, peu importe. Et finalement, on jette moins d'eau dans le milieu, ça d'accord. Mais pour le reste, en amont, l'eau rejetée, elle a déjà été réutilisée. Et c'est bien quand on regarde ce qui se passe au Maghreb, par exemple, où j'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur les questions de réutilisation au Maghreb, et là où il y a des vrais enjeux de santé, hein, parce que là, c'est vraiment, enfin, je sais pas pour ceux qui sont allés du côté de Fès, hein, mais il y a aussi les tanneries qui rejettent dans l'Oued, dans l'Oued Sebou. Les eaux sont utilisées directement, pratiquement sans traitement, quoi. Donc là, il y a un vrai enjeu de santé publique à traiter les eaux qui sont rejetées. Mais ces eaux, elles sont déjà réappropriées. Il y a, entre guillemets, c'est pratiquement plus une goutte qui va à la mer. Donc du coup, voilà, vous faites des projets de réutilisation des eaux usées au Maghreb, comme c'est promu aujourd'hui, et bien en fait, vous réallouez les eaux. Et les gens de Laval protestent énergiquement contre ces projets de réutilisation des eaux parce que cette eau, ils l'utilisaient déjà. Donc en fait, vous faites de la réallocation. Donc c'est un autre choix. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Je dis que c'est du coup vous ne gagnez pas sur l'eau, vous gagnez sur la dimension sanitaire parce que vous surveillez effectivement ces eaux qui sont dans un état déplorable quand elles sont lancées dans le milieu et qui sont utilisées sans aucune surveillance. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire, notamment dans ces pays du Sud et du pourtour méditerranéen
qui réutilisent les eaux de façon très importante, et de façon informelle. C'est la réutilisation informelle et qu'il faut essayer de formaliser pour des enjeux sanitaires. Ça permet effectivement aussi, après toute la difficulté, vous le savez bien, plus vous faites un traitement poussé en termes sanitaires, et moins vous récupérez d'azote, de phosphore, etc. Donc du coup, il y a toujours une balance compliquée entre traitement et valorisation agricole, et ce depuis la nuit des temps. Hein. Bah, en même temps, l'eau usée traitée, et comme vous le dites, vous affinez de plus en plus, elle est pas nourricière, elle n'est que de l'eau. Elle n'est prise que pour l'eau, et non pas la matière organique qui serait susceptible d'apporter. Voilà, elle n'est que pour l'eau. Alors du coup, est-ce que, mais dès lors qu'on ne traite pas l'eau et qu'on essaye de valoriser d'un point de vue, toutes les composantes un peu organiques dans l'eau, vous avez des problèmes quoi derrière. Hein. Des problèmes, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez les enjeux sanitaires, et puis traiter avec des eaux. Enfin, nous, les collègues qui travaillent sur la réutilisation de ces eaux quasi brutes, hein, j'exagère un peu, mais qui sortent traitement secondaire, dans notamment des coups faits du goutte à goutte, etc. Vous avez de la production de biofilms dans les matériels, dans lesquels il y a du développement bactérien un peu douteux. C'est pas non plus complètement maîtrisé, quoi. Hein. Quand on faisait avant de l'irrigation, voilà. Oui. Je pense qu'entre les deux, en fait, il y a récupérer l'eau de la station d'épuration, qui est une eau épurée au maximum. Et là, la question, c'est la pression sur la ressource, qui est peut-être une fausse question ou une fausse réponse. Et après, sur la matière organique, je pense que revenir à des questions de récupération des urines FSS avant mélange avec toutes les eaux urbaines est un vrai sujet, parce que là, on a un produit que l'on sait traiter. Et je pense que les urines, avant d'être utilisées, elles sont traitées, elles sont pré-traitées. Et donc, là, on revient à la source, en fait, de cette matière organique particulière qui est liée aux urines FSS. Et je pense que l'entre-deux, effectivement, on n'a pas tellement de solutions intéressantes aujourd'hui, sachant qu'on est conscient des risques sanitaires qu'ils n'avaient pas en 1880, quoi. Et on ne va pas revenir à ça, quand même. Enfin, ce serait... Et merci, Lévi, de ramener ça, si je peux me permettre. Voilà. C'est vrai que c'est tout l'enjeu de la décentralisation aussi, et de faire les traitements à la source. Et c'est vrai que c'est là où c'est très intéressant. Après, c'est vrai que notre système qui bénéficie d'un système centralisé très développé, je comprends que tout le monde ait envie de s'y raccorder et d'essayer de traiter ça de façon centralisée, mais en parlant du Maghreb ou de la majorité du monde au final, je pense que la plupart des gens n'ont pas accès à un réseau centralisé. Et c'est pour ça que si le réseau devait être reconstruit, à mon avis, la notion de décentralisation, même si elle pose aussi des questions en termes de gouvernance, de suivi, de qualité et tout ça, il y a quand même, je pense, un énorme enjeu au niveau de la décentralisation pour justement revaloriser au mieux. Et je pense que là, vous touchez très juste. Je pense qu'il est important de communiquer. Pardon, Patrice. Un enjeu hyper important au niveau mondial. Ça, c'est clair. Plus difficile chez nous, où la centralisation est déjà dans les faits, où vous avez des acteurs économiques et politiques très puissants sur la dimension centrale, donc centralisation. Donc ça va être dur de faire machine arrière, malgré les exemples, etc., qu'il faut promouvoir, qu'il faut faire connaître, mais ça va être... vous revenez complètement, on repense complètement le modèle d'urbanisation, etc., alors que dans les pays du Sud, qui se développent de façon totalement anarchique et sans capacité de faire du réseau, c'est vraiment des pistes qu'il faut développer d'urgence, quoi. Hein. C'est voilà, pour l'assainissement, pour la santé et puis pour les réutilisations, quoi. C'est vraiment super important. Ouais, je pense qu'il est fondamental de communiquer sur la limite de notre système centralisé, parce que le nombre de stations d'épuration financées par la Banque mondiale, qui sont des installations qui n'ont jamais fonctionné, qui ne fonctionneront jamais dans les pays du Sud, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on leur a investi pour qu'ils aient un vrai poison à la sortie du territoire, quoi. Donc, je pense que, j'ose espérer qu'on a avancé là-dessus, mais de dire que notre modèle de système d'investissement centralisé, que ce soit pour l'assainissement, c'est probablement pas la bonne solution, quoi.